Y a-t-il des limites au pluralisme en bibliothèque? C'est ce titre sous la forme interrogative qui est proposé à la discussion, qui va renvoyer à des termes qui ont été interrogés dans la rencontre précédente sur la neutralité, sur le pluralisme. Nous allons à nouveau en parler avec trois invités. Je vous les présente également de votre gauche à votre droite. Philippe Marceroux, vous êtes responsable du collège Bibliothèque, Documentation, Livres et Lecture à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche au ministère de l'Éducation nationale. À vos côtés, Jean-Philippe Accard, vous êtes consultant en sciences de l'information, formateur, enseignant, auteur de plusieurs livres sur le métier qui vous occupe, bibliothécaire, documentaliste. Et vous êtes aussi passé par la bibliothèque de Sciences Po. Et puis, à mes côtés, Hélène Benon, vous êtes membre du comité éthique de l'Association des bibliothécaires de France, ABF, dont il a été abondamment question déjà dans le premier temps. Avec vous trois, et donc avant que vous ne puissiez aussi les interroger, nous allons questionner le pluralisme en bibliothèque, ce qu'il est, ce qui est possible, mais aussi ce qu'il n'est pas. Quelle place accorder à des livres, quelle place faire à des débats qui devraient trouver leur place dans les bibliothèques pour certains, là où d'autres ne comprendraient pas qu'ils s'y trouvent. Que peuvent faire les personnels et les bénévoles de ces bibliothèques face à des demandes parfois contradictoires qui ne sont pas toujours formulées de manière la plus civile qui soit, si je puis dire. Et les bibliothèques doivent-elles être des lieux pour accueillir ces débats? Doivent-elles être des lieux pour le pluralisme? Et la première question sur laquelle je voudrais vous entendre faire un premier tour de table, mais qui a été amorcé par les invités de la première table ronde, c'est cette définition du mot de pluralisme. Comment vous entendez, comment vous définiriez le pluralisme en bibliothèque? On va commencer. Qui souhaite débuter? Peut-être avec vous, Philippe. Le micro est juste derrière votre ordinateur. Philippe Marceroux, comment vous l'entendez? Alors, merci de cette première question qui est effectivement fondamentale. C'est la question de définition. Alors, pluralisme n'est pas pluralité. La neutralité, on en a parlé ce matin, mais on en a parlé avec, pour moi, deux exceptions. Une exception qui est celle courante, qui vise, et c'est à mon avis une erreur de droit, qui vise à considérer que neutralité égale neutralisation. Pour moi, neutralité, c'est mise à distance. Et de la même manière, la laïcité ne veut pas dire l'exclusion des religions, ça veut dire le fait de les accepter toutes. Donc, si on pose ces éléments-là et si on les met en regard, on se dit que la pluralité est effectivement totalement, des opinions, est effectivement totalement impossible à respecter en bibliothèque, c'est-à-dire la totalité des opinions. En revanche, le pluralisme, c'est-à-dire la capacité à se tenir à égale distance de la totalité des opinions, en leur donnant droit de citer, dès lors qu'elles sont légales, par pitié, dès lors qu'elles sont légales, toutes les phobies, les transphobies, les homophobies, les racismes, les antisémitismes, ne sont pas des opinions, ce sont des délits, et parfois des délits pénaux. Donc ce ne sont pas des opinions comme les autres. Quand on a exclu ces éléments-là, le pluralisme, c'est toutes les opinions qui ont droit de citer. Jean-Philippe Accard, à votre tour, comment définissez-vous le pluralisme en bibliothèque? Alors j'ai été confronté assez fortement à cette question du pluralisme en travaillant à Sciences Po Reims, campus de Reims. Donc c'est pas de la lecture publique, c'est la lecture universitaire, on va dire. Et c'est ce que je racontais auparavant à Hélène d'ailleurs.
sur cette question du pluralisme où, en fait, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe dans cette bibliothèque universitaire qui dépend fortement, bien sûr, de Sciences Po Paris. Et Sciences Po Paris a une politique documentaire qui est d'ailleurs sur son site, la bibliothèque de Sciences Po, qui est assez claire. Et je suis arrivé aussi au moment des élections américaines. Et il se trouve que sur le campus de Reims, il y a une population étudiante américaine très importante parce qu'il y a un programme Amérique du Nord. Et donc j'avais décidé aussi avec mon équipe, on était très peu, donc l'idée c'était de centraliser les acquisitions d'ouvrages. Et évidemment, avec les élections américaines, vous doutez bien qu'il y avait énormément de publications à ce moment-là. Et j'ai posé la question à mes collègues, parce que je ne savais pas trop, en fait, j'avais bien compris la politique d'acquisition, mais toute cette diversité, en fait, d'enseignement dans cette université est assez importante. Et il fallait répondre donc aux besoins à la fois des enseignants, mais aussi, bien sûr, des étudiants et de la recherche en général. Et donc, j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète tous ces documents qui sont très différents? Moi, je n'avais pas très envie d'acheter toutes les biographies de Trump, etc. Et mes collègues m'ont dit, oui, il faut tout acheter, en fait. On a la chance à Sciences Po d'avoir un budget assez important pour les acquisitions. Et bon, alors je me suis plié, bien entendu, à ça, mais je me suis dit, bon, on va voir comment ça marche, en fait, puisqu'on les exposait, ces documents, ou en tout cas, on en parlait, on diffusait les listes d'acquisition, et voilà, donc je me suis rendu compte qu'effectivement, bien sûr, c'était forcément très utile. Donc le pluralisme, dans ce type d'université où il y a ce type d'enseignement, c'est évidemment très très important et assez essentiel. Après, le pluralisme, je ne veux pas raconter toute ma vie. Le pluralisme, je l'ai rencontré aussi parce que j'ai travaillé 20 ans en Suisse, donc dans les bibliothèques suisses à tous les niveaux. Donc là aussi, je pourrais en parler, mais peut-être un peu plus tard. Merci. On termine le premier tour de table avec vous, Hélène Benon. Comment vous l'entendez aussi, ce mot de pluralisme en bibliothèque? Alors, bon, l'ABF a un positionnement peut-être un peu particulier là-dessus, mais on a la chance d'avoir une loi, la loi Robert. Ouais, alors, bien dans le micro. Pardon. Oui, qui, dans son article 5, donne une définition parfaite du pluralisme, qui dit « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent chacune à son niveau et dans sa spécialité la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. » Donc ça montre bien que le pluralisme n'a pas de limite, en fait. Donc, voilà. Gardez le micro, le pluralisme n'a pas de limite, mais... Mais, oui, bien sûr. Évidemment. Et je voudrais qu'on interroge ensemble 3 types de livres. On va les prendre les uns après les autres et que vous nous racontiez quelle place leur faire dans les bibliothèques, alors qui n'ont peut-être pas des budgets aussi importants que Sciences Po Reims, la bibliothèque, qui n'ont pas non plus forcément la même vocation. Et je voudrais commencer par les livres politiques, les livres des politiques. On le voit bien ces dernières années avec les livres qui sortent. Plusieurs bibliothèques sont confrontées à la question est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas, avec des usagers qui demandent pourquoi on ne trouve pas tel livre et d'autres qui demandent pourquoi on le trouve et qui les détournent, les déplacent, les abîment. Comment faire vivre le pluralisme? Jusqu'où faire vivre le pluralisme sur les livres des politiques qui ont aussi une autre particularité, c'est que c'est des livres qui ne durent pas forcément très longtemps dans le temps, qui sont vite périmés, vite oubliés. Hélène Benon. Bon, alors si je reprends la parole, on va commencer par la dernière partie qui est quand même la plus simple. C'est des livres qui sont effectivement très vite périmés, mais il y a des effets de mode partout, hein, on le sait bien. Et je rappelle que nous ne sommes pas des bibliothèques de conservation. Alors par contre, nous n'avons pas un budget extensible de façon extraordinaire. C'est pour ça qu'avoir une charte documentaire qui définisse tout ça, c'est vraiment très important. Mais s'il est dit dans la charte documentaire qu'on achète les livres des politiques, il va bien falloir les acheter toutes, sinon ça ne va pas. Voilà. Je pense que là, il faut vraiment qu'on arrive à se donner un cadre
Et plutôt que de parler de limites au pluralisme, il faut qu'on sache dans quel cadre on travaille. Et pour ça, on a des outils. Bon, la loi Robert, j'en ai parlé, mais un outil qu'on se fait soi-même, enfin qu'on fait avec ses collègues, qu'on ne se fait pas tout seul. Mais la charte documentaire, elle va justement préciser. C'est évident que un village de 500 habitants ne va pas acheter les livres de tous les politiques, voire même peut-être n'en acheter aucun. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être cohérent dans les choix qu'on aura faits. Voilà, ça me paraît très important. On pose la question aussi de comment est-ce qu'on les fait vivre, quelle place on leur voilà, donne exactement. une fois qu'on les a fait-on acquis. vivre ? Ouais. Exactement. Donc, en fait, les livres politiques instantanés, ils n'ont pas de mal à sortir. Hein, ça, on le sait bien. Même si vous avez, enfin, tout le monde on a bien vu les piles dans les Leclerc de Sarkozy ou de Bardella qui se sont vendues. Donc, on sait très bien que ça va sortir. Si ce n'est par intérêt, du moins par curiosité, enfin par intérêt partisan, du moins par curiosité. Et c'est ça la curiosité. C'est aussi ça qu'on veut faire. Ce dont parlait Alban Lejeune tout à l'heure, c'est bien de ça. On est des lieux qui doivent aider à se faire sa propre opinion. Comment se faire sa propre opinion si on n'écoute que BFM Télé ou qu'on ne va pas lire les textes eux-mêmes ? Il y a quand même un petit souci là-dessus. Donc on est des lieux qui doivent aider à se faire son propre avis. Voilà. Par contre, on n'est absolument pas tenu de refléter la production éditoriale dans son ensemble, ni dans ses proportions, parce que tout le monde sait aussi que les effets de mode ne tiennent pas lieu de politique documentaire. Donc c'est vrai que c'est très complexe et que ça a l'air peut-être un peu de la casuistique, ce genre de choses. Mais c'est pour ça aussi qu'on ne travaille pas seul et qu'on travaille en équipe. C'est vraiment très important, ça. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Ah mais, on vous en prie, on a le temps. Philippe Marcereau et Jean-Philippe Accart, au-delà du simple fait de Sciences Po, évidemment, qui a une particularité sur les livres politiques, comment vous regardez cela, ce que doivent être ou pas la place de ces livres-là dans les bibliothèques, de l'acquisition à la présentation, à la conservation et peut-être aussi à la protection, puisque certains livres sont aussi déplacés ou abîmés ou volés. Oui, volontairement, oui. Bon, la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment bibliothèque et démocratie. Donc je pense qu'effectivement, la politique les livres politiques rentrent complètement dans ce champ. Et que c'est un peu ce qui a déjà été dit, et je pense que je vais surprendre personne. L'idée, c'est effectivement qu'une bibliothèque publique puisse offrir, et aussi une bibliothèque universitaire ou spécialisée, puisse offrir à son public, à ses publics, une diversité d'ouvrages et de documents pour une pluralité d'opinions. Donc c'est clair qu'on ne peut pas tout acheter, mais on peut représenter en tout cas un certain nombre d'opinions politiques qui existent, et se fier aussi aux suggestions que font les utilisateurs ou les lecteurs, et aussi aller dans ce sens-là, leur demander directement qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai toujours fait comme ça par rapport au public que j'ai eu dans différents secteurs des bibliothèques et de la documentation, c'est-à-dire voir directement, consulter directement. J'ai toujours fait de l'accueil moi-même, même en tant que responsable, et surtout en tant que responsable. Et l'idée principale, c'était de demander aux usagers qui venaient régulièrement, ou leur dire, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, on n'est pas forcément nous-mêmes toujours d'accord, mais je trouve important d'avoir l'opinion déjà de nos utilisateurs pour aussi pouvoir fixer un certain type de politique qui bien sûr sera approuvé par nos équipes, par les équipes et par nos élus, bien sûr, après. Ça, c'est clair. Philippe Marcereau, cette question-là des livres politiques aussi, ouais, effectivement, qui dépendent aussi des municipalités, de leur politique, de ce qui est le métier de bibliothécaire, de la taille aussi des bibliothèques. Je vais faire chorus avec mes collègues, ce qui n'est pas très surprenant sur ce sujet. Effectivement, la question de la taille est cruciale. Je mets au défi aujourd'hui
compte tenu du développement des collections sur une longue durée, sur une durée de 40 ans à peu près. On sait que les collections des bibliothèques publiques ont été à peu près multipliées par 2. Je mets au défi quiconque de prendre la main dans le sac, je dirais, une collectivité qui ne respecterait pas les questions de la plus grande pluralité d'opinions. Je distingue encore pluralité et pluralisme. Une grande collectivité. Par grande collectivité, j'entends une collectivité qui aurait une centaine de milliers d'habitants. Et pardon de revenir sur ces questions très triviales. Mais une collectivité qui a une centaine de milliers d'habitants a à peu près un budget d'acquisition de l'ordre de 200 à 250 000 euros. Sur cet empan de moyens, il est possible de respecter la plus grande diversité d'opinions. En revanche, et je souscris tout à fait à ce que disait Madame Benon, dès lors que on rentre dans des tranches de population plus petites, il y a une difficulté, il y a un risque. Évidemment, le village de 500 habitants, d'accord, il n'arrivera jamais à avoir la pluralité des opinions possibles. Plus inquiétant, et c'est ce qu'on observe de manière tout à fait particulière à l'inspection, et ce qu'on va essayer d'observer consécutivement au municipal, la tranche de 20 à 50 000 habitants, c'est-à-dire des budgets qui finalement sont limités, et où finalement chaque livre constitue un choix, qu'il s'agisse de questions politiques ou qu'il s'agisse de tout à fait autre chose. Donc, effectivement, essayons de faire en sorte que la plus grande diversité soit à l'œuvre dans les collections. Regardons aussi ce qui se passe en termes de débat public. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate à l'inspection générale dans nos contrôles de bibliothèques, c'est que du côté des politiques d'acquisition, ma foi, on est outillé. Il y a des chartes documentaires, des plans de développement des collections, ils ont été validés ou pas, mais enfin ils ne sont pas loin d'avoir été validés par les collectivités. C'est ce à quoi nous invite la loi Robert. Bien. Mais attention à la politique d'action culturelle. Et là, pour le coup, on a un point de véritable vigilance et on regarde de manière très précise ce qui se passe dans les choix qui sont faits en matière d'action culturelle. On va avoir évidemment l'occasion d'y revenir, et notamment quand on parlera de débat. Le deuxième groupe de livres sur lequel j'aimerais vous entendre et mettre en discussion, c'est la question du pluralisme sur les sujets de société et tous les livres qui sortent. Alors vous l'avez dit, Philippe, il y a cette question de la limite de la loi, ne pas prendre en compte des livres qui sortent du cadre de la loi, mais pourtant à l'intérieur de la loi, il y a plein de choses qui est possible, des sensibilités différentes, et là aussi, du point de vue des bibliothécaires, du point de vue des élus, du point de vue des usagers, il peut y avoir des zones de tension, des zones de friction, que ce soit sur les questions écologiques, les questions de genre, les questions d'identité. Comment prendre en compte et aussi faire vivre ce pluralisme-là, et jusqu'où le faire vivre, aussi bien dans l'acquisition que dans la question de la présentation. Et je propose, Jean-Philippe, de passer d'abord la parole à Philippe. Alors, je vais vous donner un élément qui n'est pas du tout un instrument de mesure et qu'il ne faut surtout pas prendre comme un instrument de mesure, mais qui est le produit d'une réflexion collective à l'inspection sur la dizaine de points sensibles qui nous paraissent finalement devoir être regardés dès lors que l'on fait un contrôle. Alors, parmi ces points sensibles, on a fait une sorte de fiche d'observation. Et on a ainsi la diversité des titres de périodiques. Bon, ça, c'est sur le critère de forme. Mais sur les autres collections, d'abord, on essaie de regarder l'impression générale que donnent les collections. Bien. Est-ce qu'à vue, on voit des éléments qui nous paraissent difficiles? Point d'attention. Les documentaires. L'équilibre entre sciences humaines et le reste des disciplines. On vérifie systématiquement les questions liées à la santé contre les questions liées au bien-être. On vérifie les questions liées aux sciences, climat, évolution, politique, histoire contemporaine, religion, parfois les beaux-arts, la philosophie. On vérifie aussi les niveaux. On vérifie aussi, en termes d'image et son, la pluralité ou la diversité, cette fois-ci, des courants qui sont respectés. Même chose pour l'image. On vérifie, bien entendu,
du côté des collections jeunesse, si ces mêmes équilibres se trouvent. On vérifie aussi, quand il y a lieu, les fonds d'artothèque et les fonds de jeux et de jouets. Et on a une attention très particulière qui est venue suite à des constatations sur des points liés à, et ça peut paraître très surprenant, l'histoire locale. Et oui, parce que de l'histoire locale découle un positionnement idéologique possible dans certaines régions ou dans une sensibilité particulière. Et là, pour le coup, il peut y avoir une intervention du politique qui, sur une longue durée, a pu infléchir les politiques d'acquisition, ou une production éditoriale locale qui, à son corps défendant, piège le bibliothécaire dans une logique. Mais juste peut-être pour que vous racontiez ce que vous faites, ces inspections-là, elles débouchent sur quoi? Est-ce que les bibliothèques ensuite sont obligées de se conformer à la loi Robert, au règlement, ou est-ce qu'elles peuvent s'en affranchir et se dire dans ce cas-là, on n'a pas l'argent de l'État, mais c'est pas grave, hein. Toute la difficulté est là. Si, en cas d'atteinte manifeste au pluralisme, l'inspection est tout à fait habilitée dans le système contradictoire, à dire au maire, au président du conseil départemental, votre bibliothèque ne respecte pas le pluralisme parce que, liste suit, on a remarqué un certain nombre d'éléments. 2, si c'est plus grave, et si le maire nous répond, ce n'est pas vos affaires, article 72 de la Constitution, libre administration des collectivités locales, on peut demander à ce que le ministère de la Culture saisisse le préfet. C'est très théorique. Ça ne s'est jamais produit à ce jour, mais il ne faut pas exclure que ça ne se produise pas. Jean-Philippe Accard et Hélène Bonon, sur cette question des livres sur les sujets de société, comment faire vivre le pluralisme, parce que la crainte, ce sont des sujets parfois qui peuvent susciter des tensions, et là je reviens sur la question du neutre, dans le sens de neutraliser le débat. On ne va pas les prendre parce qu'il y a trop de risques. Justement, neutraliser le débat, c'est d'en organiser, à mon avis. Enfin, je pense qu'une bibliothèque est tout à fait apte et doit aussi se positionner, ou en tout cas positionner un certain nombre de thématiques en organisant justement des activités de ce type, comme des débats sur des questions de société qui agitent le bassin de population locale, en fait. C'est aussi ça, bien sûr, qui est important, ou le bassin national, comme les élections, etc. Alors évidemment, c'est parfois un peu dangereux, mais en même temps, comment faire? Enfin, je veux dire, on peut offrir effectivement un certain nombre de documents au prêt, à la lecture, mais à mon sens, c'est déjà très très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin que ça, si on a les possibilités, bien entendu. C'est pas toujours facile. Je reviens sur Sciences Po, je m'excuse, mais c'est un exemple assez intéressant dans ce cas-là, pour les exemples de société, dans le sens où il y a énormément de débats qui sont organisés justement pour le public étudiant sur ces questions de société, en rapport avec des publications, bien entendu. Donc là, je trouve que le lien est très très bien fait. Et là, j'étais aussi chargé d'organiser des débats en invitant des enseignants de Sciences Po à la bibliothèque publique de Reims, la médiathèque Falala, pour celles qui la connaissent. Et ça, j'en organisais plusieurs fois par an. Alors du coup, c'était un débat étendu, c'est-à-dire que les étudiants pouvaient venir, et ils venaient, avec leurs enseignants, il y avait leurs enseignants qui étaient présents, et bien sûr la population rémoise. Et on a vu le résultat de ça, qui était vraiment très très intéressant, parce que ça conjugue à la fois le pourquoi de l'existence de cette école, de cette université dans une ville, et aussi les débats qui ont lieu, qui animent la société. Donc je pense que ça correspond tout à fait aux besoins d'une population, en fait. On se rend compte au cours de ces débats-là que, évidemment, les gens ont besoin de s'exprimer. C'est une manière d'expression. Oui, alors avec quelque chose quand même qui est particulier, c'est que l'école à laquelle vous apparteniez
était jugée politiquement située, partisane, et donc attaquée ou défendue suivant son cas. Donc Ouais. pas forcément vécue comme étant le lieu de la plus grande pluralité de débats et de possibilités d'expression. Non, c'est sûr, mais en même temps, c'est une possibilité de débat. Et finalement, il n'y en avait pas tellement d'autres. Donc, je pense que c'était utile, c'est utile. Hélène Benon, sur les livres, donc sur les questions de sujets de société, comment faire vivre le pluralisme. Et puis je reviens sur ma question que j'ai posée déjà sur les livres politiques, c'est-à-dire la préservation des livres, que ça peut être aussi des objets eux-mêmes qui peuvent être attaqués. Alors, vous l'avez dit, volés pour que des usagers estiment qu'ils n'ont pas leur place, donc les suppriment comme ça de la bibliothèque, mais ce sont aussi des livres qui peuvent être malmenés physiquement. Oui, moi j'ai jamais vécu ça, les livres malmenés, si ce n'est par les chiens, les petits-enfants qui font pipi dessus, enfin bon, les choses classiques. Là, a priori, c'est pas trop une question de pluralisme. Non, absolument. Non. Les livres qui disparaissent, curieusement, on s'en rend pas toujours compte, et il faut quelquefois du temps pour s'en rendre compte. Je me souviens d'un livre un peu sulfureux, je me souviens plus du titre, mais un roman qui, semble-t-il, était assez érotique, qui avait effectivement, au bout d'un moment, on s'était rendu compte qu'il avait disparu. Bon, voilà. Mais c'est pas, voilà. Est-ce que c'est un problème ? Si, c'est un problème de société, ça, effectivement, parce qu'il était autorisé, donc c'était normal qu'on puisse l'acheter. Visiblement, il avait déplu à quelqu'un, ou trop plu, je ne sais pas. Voilà. Mais pour en revenir aux livres de société, c'est vraiment fondamental qu'on puisse acquérir ces livres qui posent question, qui questionnent. Je cite Denis Merklins dans la conférence inaugurale du congrès de l'ABF à Metz en 2022 sur les thématiques indispensables bibliothèque, proximité et distance. Il disait « La bibliothèque se doit d'étonner et parfois d'importuner. C'est à ce prix qu'elle se montre émancipatrice. » Voilà. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, je confesse. Mais c'est aussi important de le faire dans le champ de l'histoire contemporaine, bien sûr, ce qui est la plus difficile, mais pas toujours. On sait bien que le révisionnisme va se mettre dans plein de sujets, quand même, et il est assez présent en ce moment. Dans le champ de l'histoire, donc je disais, des faits de société, des grandes questions de société. J'étais responsable d'un équipement quand il y a eu le mariage pour tous. Il était évident que c'était une question difficile. D'ailleurs, on n'a pas fait de débat sur le sujet, je dois confesser. Mais on en a fait d'autres, entre autres sur l'antagonisme, le long conflit Israël-Palestine. Alors, pour la petite histoire, j'avais une collègue qui était palestinienne et à qui il a fallu que j'explique que non, ce n'était pas possible qu'elle ait tous les livres pro-palestiniens et rien de l'autre côté. Sinon, je me serais fait tacler si j'avais été visité par l'inspection. Mais c'est vrai qu'il faut aussi convaincre les collègues qui, avec leur histoire propre, ont se convaincre soi-même. Attention, l'autocensure, c'est sûrement la pire des censures, ça j'en suis convaincue. Et donc, il est nécessaire de faire ce travail-là. Et après, de faire... de pouvoir porter des débats de société au sein de la médiathèque, c'est compliqué. Mais j'ai eu la chance de travailler dans 2 bibliothèques qu'il faisait, alors sous 2 formes différentes. La bibliothèque des Mureaux, où là, c'était des débats portés par les associations locales. Donc c'est un peu particulier, c'est pas aux horaires d'ouverture de la bibliothèque, c'est donc, on peut dire, c'est public, mais c'est quand même très très particulier. Et donc nous n'étions pas chargés de veiller à l'impartialité ou à l'équilibre des propos. C'était encore un peu différent. Bon. C'était en fait un prêt de salle, si on peut dire. Mais quand même. Et puis après, j'ai travaillé à Conflans-Sainte-Honorine, où là, on a pris l'habitude de faire des débats de société qui étaient aussi bien politiques que scientifiques. Parce que tout ça, c'est des questions qui... Enfin, on voit bien, la société actuelle avec l'IA, c'est quand même un truc qui
qui se réfléchit de plus en plus, qui se discute, qui se dispute, qui se... Voilà. Il y a 10 ans, on était encore précurseurs quand on commençait à réfléchir à ces choses-là. Je pense que c'est des débats qui n'ont presque plus lieu actuellement dans les bibliothèques parce que c'est devenu notre pain quotidien, quoi, en fait. Mais au sein de l'EMI, c'est des questions qui sont posées. Et on sait bien aussi que l'EMI, ça n'est pas que pour les enfants. C'est des questionnements qui traversent l'ensemble de la société. Et qu'est-ce qu'on met en place ? Je trouvais que c'était intéressant ce que vous disiez, Alban Lejeune, tout à l'heure sur le sujet, parce que ça ne doit pas être que des choses descendantes. Il faut vraiment que ce soit des expérimentations collectives qu'on fasse avec les publics. Et c'est... Enfin, c'est ça qui donne sa force et qui donne sa vérité. Alors ça donne des moments où on peut être... C'est pas facile de mener un débat sur une question de société. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bibliothécaires qui ne s'y aventurent pas parce qu'ils ne se sentent pas de le faire, et c'est tout à fait respectable, je trouve. Après, quand on a les moyens financiers, on peut travailler avec un journaliste, c'est son métier, mais ça demande de pouvoir le rétribuer, c'est un vrai travail. On voit bien qu'on retombe dans les problèmes de finances. Donc on peut en faire moins, mais en faire des vrais. C'est aussi important, ça. Maintenant, c'est vrai que c'est la régularité qui fait aussi que le lieu bibliothèque est estampillé comme une agora dans laquelle on peut partager ces questions-là. Et c'est à nous aussi de faire valoir auprès des élus que ça fait partie de ce qu'on peut attendre de ce genre de lieu. Oui, parce c'est ça aussi qui rend possible ou impossible la chose. Absolument. C'est de se sentir soutenu ou Absolument. pas, et on le voit Absolument. bien sur les questions, notamment des livres qui vont traiter des identités de genre, Oui. combien ils peuvent être attaqués ou combien on Ouais. commence à avoir en France le débat qu'il y a aux États-Unis d'aller les retirer pour Oui, tout à préserver fait. les enfants. Oui, Comment faire ici pour que ces livres existent, et jusqu'où doivent-ils exister dans une bibliothèque, dans les rayons adultes et les rayons enfants. Oui, j'ai pas la solution. Je veux dire, non, mais ça se saurait s'il y avait une solution miracle. Mais c'est pour ça aussi qu'on travaille en réseau et qu'on a des journées professionnelles, qu'on réfléchit en équipe. Si on travaille seul, c'est très très difficile, je pense. Moi, je n'aurais pas pu, c'est certain. Je ne sais pas si Jean-Philippe Accart, vous avez aussi quelque chose à nous dire sur la question du soutien et puis ces questions de pression de l'autre, que ces livres-là, une partie des usagers, une partie de la population estime qu'ils ne devraient pas être là. Comment faire, sur quoi s'appuyer pour pouvoir les rendre possibles ? Je pense qu'il faut vraiment avoir un lien assez étroit avec ses élus, avec son élu ou ses élus, et expliquer vraiment le pourquoi et le comment de la bibliothèque. Parce que, quoi qu'on en dise, beaucoup d'élus, en fait, chacun a son idée de la bibliothèque. Chacun sait ce que c'est qu'une bibliothèque. Et en fait, souvent, c'est pas du tout ça. Donc, j'ai travaillé à Lausanne, à la bibliothèque publique de la ville, et on avait un maire assez jeune, 35 ans, et à chaque fois qu'il venait à la bibliothèque, il disait « Ah, les livres, ah, les livres ». Alors, moi, je lui ai dit « Oui, il y a les livres, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, en fait. Enfin, je veux dire, c'est la base de tout, mais il y a le public, il y a d'autres collections, il y a les expositions, etc. » Donc, je pense que déjà... Alors, bon, ça a permis quand même de lancer une discussion avec cet élu. Et j'ai rencontré ça plusieurs fois après dans ma carrière par rapport à d'autres personnes, des administrateurs, des personnes chargées des finances, etc. et qui ne comprenaient pas justement très très bien notre rôle en fait, ou mon rôle à l'époque. Je me souviens très bien d'une chargée de l'économat dans un milieu hospitalier où j'ai travaillé, qui m'a dit « Mais finalement, à quoi tu sers ?» On en revient toujours un peu à cette question, en fait, malheureusement. Et alors qu'elle avait consacré énormément d'argent à construire le centre de documentation, et puis elle voyait passer toutes les factures. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'on travaille dans un milieu quand même de recherche pour la santé
humaine et que c'est quand même extrêmement important que les gens soient informés, les médecins, les infirmiers, les infirmières, etc. Donc là aussi, il a fallu la convaincre, en fait. Et j'ai souvent, enfin, je pense que on est comme ça, on est souvent confronté à ça. Et ce rapport-là avec nos élus ou nos décideurs ou nos financeurs est extrêmement important. Alors, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, j'ai publié un livre là-dessus aux presses de l'ANSSIP sur communiquer bibliothécaires et décideurs et journalistes. Et en fait, il y a aussi dans ce livre des témoignages sur cette question qui est vraiment essentielle, en fait. Alors, on n'a pas toujours tous les moyens, on n'a pas toujours... en fait, il y a vraiment une multitude de possibilités. Après, il faut savoir les saisir. C'est pas toujours très, très évident. Je ne sais pas si j'aurais vraiment répondu à votre question, en fait. Mais Si. Ça va. Voilà. Allez livres, vous a dit un élu, et ce qui me permet, après les livres politiques et puis les livres sur les sujets de société, vous présenter un troisième type de livre. Alors je vous l'accorde, il est un peu large, un peu fourre-tout, mais pour voilà, que vous nous expliquiez aussi de votre point de vue sur jusqu'où faire vivre le pluralisme. C'est tous les livres qui posent question sur leur légitimité en tant que livre même, en tant que sérieux. Ça peut être les livres sur l'ésotérisme, les livres sur la fausse science, une partie des livres sur le développement personnel, ou dans un autre genre, c'est pour ça que je m'excuse que ce soit un peu fourre-tout, tout ce qui se développe aujourd'hui autour de la dark romance et les questions que ça pose. Justement, ces questions-là, comment vous voulez poser, jusqu'où aller sur la question du pluralisme et jusqu'où considérer ces livres dans une bibliothèque, dans l'acquisition d'objets de médiation. Philippe, Jean-Philippe, vous avez le micro. Ouais. Oui, je vois ça. En fait, je pense qu'on ne peut rien exclure véritablement. C'est pas possible, en fait, dans le sens où on a des publics tellement variés et tellement différents que il faut essayer, entre guillemets, de s'adresser un peu à tout le monde. Et c'est effectivement, on n'est peut-être pas passionné par la dark romance, mais voilà, il y a un public pour ça. Donc après, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. L'idée principale, quand même, c'est de savoir quels sont les intérêts de nos publics. Donc, je pense qu'en les interrogeant directement ou en menant des enquêtes, comme on en mène régulièrement, on peut quand même savoir ce qui intéresse nos publics. Et pour ma part, étant chargé très souvent des acquisitions des bibliothèques dont j'étais responsable, c'est vrai qu'il y a des tas de sujets auxquels je ne pensais pas forcément. Et finalement, je me suis dit, oui, c'est vrai, on a un public pour ça. Donc, c'est là où se trouve le pluralisme, quand même, aussi. Est-ce qu'il y a un sujet plus important ou moins important qu'un autre ? Probablement, mais ça dépend des personnes. Finalement, est-ce qu'on peut juger si un sujet est important par rapport à un autre, alors qu'il intéresse fortement toute une catégorie de la population? Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Philippe Marcereau, c'est le même point de vue. Peut-être un point, on a parlé de la loi Robert tout à l'heure, et effectivement de cet article 5 qui pose que les collections sont pluralistes et diversifiées. Alors l'article 1 ne nous a jamais gênés, les bibliothèques sont pluralistes, très bien. Mais pluralistes et diversifiées, c'est plus compliqué. Et c'est l'association entre les deux qui est compliquée. Très vite après, on parle de connaissance. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on parle effectivement à ce moment-là non plus d'opinion, non plus d'opinion. On parle de science, on parle de connaissance, on parle de savoir. Donc, si on pose que les bibliothèques sont pluralistes, les collections sont pluralistes et diversifiées, on pose indirectement que l'on se réfère à une vraie science, une vraie connaissance. Alors, effectivement, je rejoins à la marge Jean-Philippe Eckart sur la question du fait que on ne peut pas juger de la totalité des éléments qui peuvent être dans la dark romance, l'ésotérisme, etc., etc. Enfin, en tout cas, on peut quand même se dire que
Ce à quoi nous incite la loi Robert, c'est véritablement d'aller vers le plus de connaissances avérées possibles et qu'il y ait une petite part, pour moi très petite, liée aux questions liées à l'ésotérisme, ça me va aussi. Hélène Benon. Bon, je crois que je vais chanter un peu dans le même genre quand même, mais ceci dit, l'ésotérisme, par exemple, à la limite, c'est pas très compliqué parce qu'il y a une cote particulière. Donc c'est quand même labellisé. Bon, ça aide. C'est vraiment pas mélangé avec les sciences exactes, si je puis dire, ni avec les sciences humaines. Mais c'est labellisé. Après, moi je trouve que c'est intéressant de faire un lien entre ésotérisme et science-fiction, par exemple. Ça peut être une façon de faire réfléchir les gens sur le fait que l'imaginaire, en termes de littérature, est infini. Les sciences, c'est pas la même chose. Les documentaires, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, on peut travailler de cette façon-là, il me semble-t-il, parce que la loi Robert, vous avez raison, elle parle du savoir, de la connaissance. Elle est claire sur le fait que c'est pas l'anti-savoir, c'est pas non plus les controverses, enfin les faussetés. Il y a une cote en Dewey pour les controverses et faussetés. Ça m'avait beaucoup fait rire, ça, quand j'étais jeune bibliothécaire. Mais je crois qu'elle n'est pas très utilisée, d'ailleurs. Mais c'est quand même important de réussir à ne pas évincer complètement non plus ces histoires-là. Les médecines parallèles, c'est plus difficile pour moi parce qu'il y va de l'enjeu de la santé des gens. Donc c'est sûr qu'il y a des choses où c'est clairement... mais bon, on est vraiment très peu professionnel sur le sujet. Donc il faut avoir un œil très aguerri là-dessus. On s'est amusé à faire au dernier congrès de l'ABF des ateliers là-dessus. Bon, c'était pas si simple que ça, hein, de trancher sur tel livre. Est-ce que vraiment c'est des fadaises ? Ou est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des choses intéressantes dedans ? Donc voilà, c'est pas simple, c'est pas une science exacte, hein, ça c'est sûr. Sur la dark romance, moi j'ai un avis qui est beaucoup plus... c'est de la fiction, c'est clairement de la fiction. Si on se met à dire que on va pas favoriser le crime, on va arrêter d'acheter du roman policier. Donc c'est toute la question aussi de qu'est-ce qu'on met en place aussi avec les adolescents ou les jeunes adultes, ou les petites mémés qui ont envie de lire la dark romance, ou les petits pépés, je ne sais pas, hein, parce qu'après tout, c'est pas si cantonné que ça. Tout le monde est libre de prendre ce qu'il veut dans une bibliothèque. Mais ça me paraît compliqué de ne pas mettre de livres qui sont tellement lus par tellement de gens qui, par ailleurs, quand ils mettent un pied dans la bibliothèque, veulent trouver des choses qui leur ressemblent. C'est normal. C'est aussi cette façon-là qu'on a de montrer qu'on est un lieu pour tout le monde. Donc c'est vraiment une question difficile pour moi, ça, la dark romance. Ou alors, il faut la simplifier, se dire, on en achète, et puis voilà. Après, je vais conseiller peut-être de les lire aux bibliothécaires, parce que ce serait bien de pouvoir en discuter avec les lecteurs de temps en temps. Mais sur tous ces sujets-là, et sur d'autres, se pose aussi justement la question des opinions des bibliothécaires, de vous, de nous, de comment faire vivre un pluralisme. Évidemment, on est aussi des gens qui avons des opinions, qui avons une histoire. Il y a la loi, il y a les demandes des politiques, il y a les demandes des usagers. Comment composer avec tout cela, avec ces avis pour faire vivre le pluralisme, acheter par exemple ou mettre en avant des livres de politique qui ne sont pas du tout de notre sensibilité. Comment s'y prendre ? On est professionnels, hein, donc voilà. Je redis, hein, c'est pas une incantation, mais je pense qu'on a intérêt à se donner un cadre, à écrire une charte documentaire, c'est vraiment important, même pour une petite bibliothèque. Il ne s'agit pas de faire 15 pages, hein, c'est pas la question. Hein. Mais il faut, au fur et à mesure qu'on se pose les questions, au moins, écrire comment on y répond. Et puis,
en informer les élus et la population, c'est très important ça aussi. On est comptable de ce qu'on fait en tant que fonctionnaire. Donc il est normal que les publics viennent nous interroger sur « mais pourquoi vous n'avez pas le livre de Monsieur Machin dont on parle tant à la télé ?» C'est vraiment important qu'on sache comment répondre. Donc il faut qu'on puisse mettre un écrit. Oui, c'est quand même la meilleure façon de faire quand on veut poser un cadre là-dessus. Par rapport aux politiques, aux élus, donc, je me suis retrouvée dans une petite commune avec une nouvelle élue que je ne connaissais pas du tout. J'étais déjà bibliothécaire avant, changement de couleur politique en plus, très fort changement de couleur politique. Et je me retrouve avec une fille avec qui ça match vraiment très fort. Je l'ai toujours vouvoyée pendant les 6 ans où elle a été présente comme élue. Ça m'a permis de garder mes distances. C'est un petit truc complètement anodin, on est bien d'accord. Mais il faut se trouver des choses qui nous permettent de garder des distances critiques. On n'a pas à être copain. Ça, c'est très clair. On n'a pas à être copain avec les élus. Ça, pour moi, c'est un truc indispensable. Parce que sinon, on est... Enfin, j'ai envie de dire, on est fichu, quoi. Alors, si on était copains avant, c'est peut-être plus compliqué. Bon, voilà. La bibliothèque n'appartient pas aux élus. La bibliothèque n'appartient pas aux bibliothécaires. On l'a dit tout à l'heure, la bibliothèque, elle appartient à la communauté. Donc, il faut aussi qu'on fasse entendre ce discours-là aux politiques. C'est vraiment important pour moi. Par rapport aux restrictions budgétaires, puisque je crois que c'était ça votre il y avait question aussi cela, mais j'étais surtout sur la question de la conviction, et c'est parce que j'aimerais aussi entendre de Philippe et Jean-Philippe sur ce que vous disiez sur informer les usagers de ce que doit être une bibliothèque et des livres qui doivent être dedans, parce que on sait qu'il y a plein d'exemples, et probablement vous en avez vécu, de gens qui viennent contester de manière, je le dis tout à l'heure, pas toujours très civilisée, la présence ou l'absence d'un livre. C'est de plus en plus fort, cet aspect-là, je trouve, c'est vrai. Mais et puis des élus qui demandent carrément à ne pas acheter des livres. Voilà, c'est ça. Ou alors mettre en balance le budget qui va être consacré à la bibliothèque l'année suivante. Oui, tout à fait. Mais ça s'appelle du chantage. Mais ça existe. C'est très clair, bien sûr. Quelquefois, il faut résister aussi, tout simplement. Enfin, là, alors comment, du coup? Est-ce qu'un rappel à ce qui est de la règle, à ce qui est de la loi, est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. Mais c'est très subtil, ça aussi. Je ne sais pas s'il y a des exemples vécus dans la salle là-dessus. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de jamais me faire imposer un bouquin, ni qu'on me demande d'enlever un livre. Ça aurait pu, puisque je racontais tout à l'heure que j'ai eu une intervention dans une petite commune d'un ancien général Front National à l'époque, qui envoyait un sbire lire les romans jeunesse, extraire les phrases qui pouvaient porter à confusion. On était dans la grande période de crise d'honneur et compagnie, et qui étaient des livres super intéressants, que tous les bibliothécaires, excusez-moi pour ce sexisme, avaient dans leur bibliothèque. Mais quand on sort les choses du contexte, tout le monde sait qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut, et qui m'avaient pris à partie de façon très très désagréable sur les BD sans Marie-Thérèse ou les trucs comme ça, voilà. Et bon, il faut avoir du répondant. Quelquefois, c'est pas toujours facile, surtout quand vous avez la bibliothèque qui est pleine et qu'il vous prend à 5 heures du soir. Vous êtes bien rincé par la journée, c'est toujours de ces moments-là. Mais on peut aussi en faire une force de ces choses-là, parce que là, pour le coup, quand ça vient de la population, alors peut-être moins maintenant, mais à cette époque-là, j'avais eu un soutien très franc et massif de la part des élus et des professionnels. C'est vrai que quand vous avez votre propre élu ou quelqu'un du conseil municipal qui vient vous voir et qui vous dit « Dites donc, Madame Benon, il y a quand même beaucoup de livres sur le genre, je trouve, dans votre bibliothèque. » Et ben oui, bien sûr, oui, il y en a, mais il y a tous les autres aussi. Donc on va labelliser tous les autres aussi. C'est ça aussi la question. Et c'est une affaire d'équilibre, il faut vraiment le revendiquer, ça. Ouais. Philippe et Jean-Philippe, comment vous l'entendez, cette question-là de l'équilibre des pressions, et puis aussi de la manière dont les bibliothèques sont armées ou peuvent être armées et équipées pour répondre à ces difficultés-là? Alors je peux faire une réponse un peu théorique, mais il y a dans la loi Robert
un certain nombre d'éléments si on recoupe les différents articles, et singulièrement les articles qui s'intéressent aux questions liées à la formation, liées au métier. Il y a la fondation d'un métier. Et cette fondation d'un métier, elle procède de loin. Elle procède effectivement de siècles de formation des bibliothécaires, de constitution d'un corps de doctrine, de constitution de principes déontologiques, de constitution de ce que c'est qu'un fonctionnaire. Bref, elle procède d'un certain nombre d'éléments très profonds qui sont finalement le métier en tant que tel du bibliothécaire. Et tous ces éléments-là sont pour moi la meilleure garantie contre les intrusions que peut faire parfois le politique. Un élément très important qui nous renvoie à 95 et 97, essentiellement par la personnalité de Bertrand Calange, les éléments se sont structurés autour des questions des politiques d'acquisition. Autour de la professionnalisation de ce que pouvait être le périmètre du bibliothécaire qui a un métier en tant que tel. Il me semble que ce point-là forme une sorte de garantie et forme un bloc. Pour autant, la profession de bibliothécaire n'est pas une profession réglementée. Au demeurant, il y a maintenant cet outillage lié à la loi. Il y a par ailleurs, pardon de le dire de cette manière-là, une forme de garde-fou que peut quand même être l'inspection générale ou que peuvent être les conseillers pour le livre et la lecture dans les directions régionales des affaires culturelles. Bref, il y a quand même moyen d'avoir des recours. Quant aux injonctions du politique, je dirais que ce que l'on constate sur une moyenne durée depuis une quinzaine d'années, c'est qu'elles sont peut-être moins importantes que celles des groupes de pression. Je vais vous donner un exemple que j'ai pu constater dans une grande ville, j'anonyme. Cette grande ville décide qu'il va y avoir une manifestation avec 40 manifestations de tout niveau, pour tous les publics possibles, des plus petits à un public scientifique ou un public que les questions de société intéressent. Cette manifestation s'appelle le mois queer. Bien. Manifestation annoncée dans le programme de la bibliothèque. Validation par l'élu. Groupe de pression qui s'agitent autour de la presse locale, vont voir le maire en direct, retrait partiel de injonction aux bibliothécaires de retirer ces éléments-là. Le bibliothécaire dit non, on maintient le programme. Simplement, certaines des manifestations se passaient en partenariat avec d'autres, voir si nos partenaires les maintiennent ou non. Mais en tout cas, il y a eu, pour le coup, dans ce cas d'école, un périmètre qui était celui du bibliothécaire et qui, en pleine responsabilité et avec l'avis de son élu chargé de la culture, avait une validation. Que le maire y revienne ensuite parce qu'un groupe de pression avait fait pression sur lui et qu'il dise « il faut arrêter », eh bien ça s'est traduit par « non ». Et je trouve que c'est très courageux. Je ne sais pas si Jean-Philippe, vous avez aussi quelque chose à ajouter cette question-là avant qu'on passe à vos questions. En termes de pression, je pense qu'on en subit tous et toutes. J'ai travaillé un temps, plusieurs années, à l'école hôtelière de Lausanne, qui est la première école en termes d'hôtellerie au monde. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'elle se présente. Et donc c'est une école privée, donc extrêmement chère, qui est faite pour les enfants d'ultra riches, on va dire. Donc c'est encore un autre type de public que ce que vous pouvez rencontrer et que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle. C'était un peu particulier, mais en même temps, c'est intéressant au niveau sociologique, évidemment. Et tout ça pour dire qu'en fait, on avait un assez bon budget d'acquisition. C'est pas moi qui gérais les acquisitions à ce moment-là, j'avais une collègue qui gérait ça. Et puis un jour, la doyenne, puisqu'en fait c'est une école qui quand même dépend des hautes écoles suisses, et aussi à un côté quand même académique assez important,
bien que ce soit une école applicative aussi, hein, mais pas uniquement, c'est aussi une école de management. Et donc, la doyenne, un jour, me contacte et me dit, on va réduire les acquisitions, nous avons des problèmes de budget. Bon, j'étais un peu surpris parce que, bon, les problèmes de budget, il n'y en avait pas tellement, mais bref. Elle me dit, je veux contrôler tout ce que vous achetez. Je veux voir les listes d'acquisition. Alors je lui dis, mais vous n'avez pas autre chose à faire que contrôler nos listes d'acquisition. Enfin, vous savez, j'ai une collègue qui a un plein temps sur ce travail. Oui, mais je veux voir ce qui est acheté et ce qu'on ne pourra plus acheter. Bon, très bien, je vais voir ma collègue qui fait ce travail-là et qui était catastrophée, qui me dit c'est la fin de tout, on va tout arrêter. Je lui dis non, t'inquiète pas, attends, c'est pas fini. Et donc, comme par hasard, on reçoit le même jour, je reçois la demande d'un enseignant très prestigieux de l'école qui me dit j'ai besoin d'acheter tant et tant d'ouvrages qui étaient assez chers et qui sont essentiels à mon enseignement. Alors je lui réponds en mettant en copie la doyenne que la politique d'acquisition de l'école avait changé et qu'en fait, je ne pouvais plus lui garantir l'achat de ces documents. Coup de fil immédiat de la doyenne qui me dit « Mais vous ne pouvez pas répondre ça, c'est pas possible. » Je lui dis « Mais attendez, vous prenez vos responsabilités, madame. Vous me dites qu'on change la politique d'acquisition. » Tout ça pour vous dire que c'est un peu dangereux dans le sens où je risquais mon poste, en fait. Hein, parce que ce genre d'école... C'est à l'américaine, hein. C'est pas Trump, mais pas très loin, où ils vous disent du jour au lendemain, vous ne correspondez plus à la politique de l'école et vous êtes viré. J'ai vu pas mal de collègues comme ça qui sont partis. Et parce qu'ils ne plaisaient pas à la direction. Et donc c'est comme ça que ça marche hein, dans le privé, parfois. Pas toujours, mais voilà. Et donc, finalement... le professeur a été un peu surpris, bien entendu, par cette réponse. Et la doyenne a changé de braquet, a dit « Bon, écoutez, on va acheter tout ce qu'il demande parce que c'est pas possible. » Je dis « Oui, mais madame, vous voyez, c'est quand même assez délicat, finalement. Vous embauchez un collaborateur très prestigieux qui venait, je sais pas d'où, d'Australie ou je sais pas quoi. Il vous demande des ouvrages parce que pour lui, ça lui semble évident. Et vous nous dites qu'en fait, on peut plus les acheter. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Je lui dis, prenez vos responsabilités, répondez-lui directement. Donc, en fait, finalement, tout a été rétabli et ça a marché. Ça a fonctionné. Voilà, la pression. Absolument. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'à votre tour, donc, vous avez des questions à poser à nos trois invités pour refermer cette matinée? Point de question sur le pluralisme? Alors, il vous faut un temps pour infuser par rapport à tout ce qu'on a dit. Dans ce cas-là, je vous propose de nous arrêter de là, ce qui permet de rendre à l'heure voilà, la parole. Merci beaucoup Jean-Philippe Accard, Hélène Benon et Philippe Marcereau pour ce temps passé ensemble. Merci à vous. Donc,